Je m'appelle Philippe Simet, je suis philosophe et je m'intéresse à la façon dont l'architecture raconte nos modes de vie. Je vous emmène explorer les habitats les plus singuliers de la planète afin d'en découvrir le sens et d'en partager les richesses. Le jour se lève sur Kyoto, cité auréolée d'un prestige issu d'un temps où elle fut la capitale impériale du Japon, durant plus d'un millénaire, jusqu'en 1869. Nichée au pied des montagnes qui l'entourent, Kyoto est aujourd'hui une ville moderne qui a su conserver en son sein les plus grandes richesses culturelles du pays. Avec ses 2000 temples et sanctuaires, disséminés dans chaque quartier, le sacré imprègne toute la ville. La quintessence de l'art de vivre japonais s'exprime ainsi à travers son architecture, ses ponts, ses jardins et la nature qui est ici partout célébrée. Venir dans cette ville, c'est pour moi entreprendre un voyage dans le temps, à la découverte des machias, ces maisons d'artisans construites à partir du XVIIe siècle. Toutes faites de bois, intimement liées à la nature et empreintes de spiritualité, elles sont à l'image de leur ville, essentiellement constituées d'habitations en bois jusqu'en 1945. Si beaucoup de machias ont été détruites depuis le début du XXe siècle, ces dernières années, elles font l'objet d'un vif regain d'intérêt. 8000 sont encore éparpillés dans toute la ville, réhabilités et réinvestis par les habitants. Je me demande si ce choix de résidence traditionnelle très affirmé est motivé par des raisons culturelles ou architecturales. Pourquoi habiter aujourd'hui une maison ancrée dans un art de vivre ancestral? Ah, on vous attendait. Merci beaucoup. Soyez le bienvenu. Merci. Entrez, entrez. Voilà. Magnifique. Le jardin. Incroyable. Voici ma femme Fumi et mon fils, Junichiro. Bonjour. Enchanté. Bonjour. Merci. Je vous en prie. Venez par ici. Il y a 3 ans, Keiichiro a fait le choix de vivre dans cette machiya où il m'accueille. Déçu par l'architecture moderne, uniforme et aseptisée, il a fait l'acquisition de cette maison d'artisan qui se trouvait à l'état d'abandon. Il a fait restaurer dans le pur respect de son style originel. Il reste 10 minutes. Les machias sont le produit du savoir-faire accumulé par les charpentiers du passé. C'est la quintessence de la culture japonaise. Je me suis dit, si un jour j'ai ma propre maison, j'aimerais bien vivre dans un tel bâtiment. Il y a des gens qui disent qu'une machiya n'est pas très confortable. Mais j'adore découvrir au quotidien la sagesse et les astuces inventées par nos ancêtres. Grâce à cela, je trouve que la machiya est très agréable à habiter. Mais est-ce que vous pensez que ces maisons très anciennes sont adaptées à un mode de vie contemporain? En fait, c'est une habitation très flexible, facile à transformer. Dans ce sens, elle est tout à fait adaptée au mode de vie contemporain. Keiichiro me conduit à l'étage, espace de la maison le plus important et le plus emblématique à ses yeux, de par sa capacité à se moduler et se transformer selon les besoins. Au-delà de ses aspects fonctionnels, je suis surtout frappé par le dépouillement de cet étage. Des pièces et des couloirs vides, quasiment dépourvus d'objets ou d'ornements.
Rien ne rappelle le quotidien, ni même l'époque présente. J'ai l'impression d'avoir fait un saut dans le passé. Là, on est dans quelle pièce exactement? Ici, c'est la pièce où l'on accueille les invités suivant les occasions. Philippe, vous êtes notre hôte aujourd'hui. Pourriez-vous vous mettre ici, à cette place réservée à l'invité? Oui, ici. Ah, très bien. Et alors là, où est-ce que je suis? Cette place est réservée à l'invité officiel. C'est la place la plus importante de la maison. En fait, elle est conçue pour que l'invité puisse avoir la meilleure vue depuis cette place. Ah, donc cette pièce, c'est vraiment un espace modulable en fonction des situations. Oui, tout à fait. Par exemple, on peut enlever ces parois coulissantes. On les enlève, comme ça. D'accord. On peut tout enlever. À la fin, il ne reste que les piliers et les poutres. En fait, cette maison est construite avec une structure très légère en bois. Pour que la maison résiste au tremblement de terre, il faut qu'elle ait une structure très simple, avec des meubles légers. Un occidental se demandera peut-être où est la vie dans cette maison. Mais je repense à cette phrase de l'écrivain Junichiro Tanizaki. La beauté d'une pièce d'habitation japonaise se passe de tout accessoire. Dans la machiya, le vide n'est qu'apparent. Il fait place à l'essentiel. Des matériaux naturels, des formes simples et des lignes pures qui créent un espace ouvert, traversé par la lumière. La base de l'architecture japonaise est très simple. Il y a des piliers et des poutres, mais il n'y a pas de mur. En quelque sorte, le bâtiment et la nature sont connectés dans l'espace. Le design japonais est très simple et minimaliste. On enlève tous les décors superflus et on se contente d'une seule belle fleur pour décorer un espace. C'est ça l'esthétique japonaise. Je rejoins Fumi, qui pratique l'ikebana, l'art de l'arrangement floral. L'ikebana, c'est plus qu'un simple bouquet de fleurs. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Il y a 4 saisons au Japon et nous cherchons à introduire la nature dans la maison, en la décorant avec des fleurs suivant la période de l'année. Nous mettons non seulement des plantes en pleine floraison, mais aussi des boutons qui ne sont pas encore épanouis. C'est ainsi que nous cherchons à introduire le temps dans l'ikebana et nous essayons de représenter son passage. Cet ikebana est composé de fleurs rouges et blanches, 2 couleurs fastes au Japon. C'est parce que nous vous accueillons comme invités. Tout, jusqu'au geste le plus simple, est ici codifié. Les jardinières de Keiichiro, qui travaillent ce matin, ont apparemment elles aussi des directives bien précises. Qu'est-ce que vous êtes en train de planter? C'est un type de cerisier appelé Hanakaido. Monsieur Narukawa nous a demandé de mettre en terre une plante de saison qu'on pourra admirer depuis le salon. Dans les machiya, le jardin se trouve juste à côté du salon pour pouvoir être contemplé depuis celui-ci. Au contraire de l'Europe, on ne descend pas au jardin pour se reposer ni pour faire du barbecue. Vous voulez nous aider à le planter? D'accord. Où est-ce que je le mets? Ici? Oui, les mousses vont s'enraciner toutes seules. Voilà. Et puis là, je mets des mousses. Oui, il faut juste poser la mousse sans trop appuyer. Pourquoi y a-t-il des jardins dans toutes les machiyas? Les machiyas se trouvent dans le centre-ville dans des espaces très denses. Il est donc difficile d'y introduire la nature.
La présence d'un jardin devient indispensable pour obtenir de la lumière et du courant d'air, par exemple. Oui, mais je suppose que ça ne s'explique pas uniquement pour des raisons fonctionnelles. Il y a certainement une dimension symbolique du jardin. En effet, ce petit jardin est la représentation d'un grand paysage imaginaire. Cette pierre représente une île, il y en a une autre là-bas. On utilise ici un effet de perspective pour montrer le jardin plus grand qu'il n'est en réalité. Ça veut dire que le jardin a plus une fonction de contemplation qu'une fonction d'usage. Tout à fait. Traditionnellement, le jardin était là pour être contemplé et les enfants ne pouvaient pas y accéder. C'est un espace réservé aux maîtres de maison. Aujourd'hui, ça a changé. On peut marcher sur les pierres, mais on ne peut pas aller sur les autres zones. Là, on peut aller. Là, c'est bon. Là aussi. Là, ça va. Mais là, non. Dans les jardins domestiques en Europe, il y a toujours beaucoup de plantes et beaucoup de fleurs. Et ici, ce que je trouve très étonnant et beau, c'est qu'on a juste quelques plantes et fleurs qui sont disposées de façon très équilibrée sur l'ensemble du jardin. Pourquoi il n'y a pas tellement de plantes? En fait, dans l'univers du jardin, les vides, les mâts, sont importants. Visuellement, les vides et les plantes créent un rythme dans l'espace. Quand vous êtes assis à la place du maître de maison, vous avez l'impression d'être en face d'un grand arbre. Si vous regardez vers là-bas, vous voyez une plante plus petite. Tout cela est calculé. Il faut absolument des vides. Ainsi, chaque plante crée un petit univers autour d'elle. Et ces petits univers forment ensemble un monde plus grand. S'il n'y a pas de vide et que tout est relié, il n'y aura qu'un seul univers, sans perspective. Le mât, qu'est-ce que ça signifie exactement ? Si vous voulez, le mât est la partie off de l'espace. C'est un design du vide. Quand on parle de design, on imagine plus facilement le design de ce qui existe vraiment. Mais ici, on fait le design de ce qui n'existe pas. Je suis troublé de voir à quel point chaque partie ou fonction de la macchia est chargée d'un sens spirituel. Je commence à comprendre qu'au Japon, la conception de l'espace s'appuie sur une philosophie où les dimensions sensibles et sacrées sont indissociables. Ce n'est pas un hasard si temples et macchia sont des architectures dont le bois constitue toute la structure. Je me rends sur les hauteurs boisées de la ville où trône le temple bouddhiste Senryūji. Le grand maître charpentier Tadanori Kimura supervise actuellement sa restauration. Comme ses prédécesseurs des siècles passés, il est tout autant habilité à restaurer une macchia populaire qu'un temple impérial. Vous êtes un maître charpentier qui restaurait les temples les plus sacrés du Japon. Alors quel intérêt trouvez-vous aux macchia qui sont des habitations populaires ? Aujourd'hui, l'architecture en bois, que ce soit celle d'un temple, d'un sanctuaire ou d'une maison, est techniquement tout à fait similaire. Si l'on veut transmettre les techniques traditionnelles à la génération suivante, il faut que les charpentiers de Kyoto soient capables de tout construire. Restaurer un temple comme celui-ci, ça suppose de connaître des techniques très anciennes. Concernant l'architecture en bois, les techniques japonaises anciennes ont atteint une certaine perfection. Plus on remonte dans le temps, plus les techniques de construction sont élémentaires, alors que les résultats sont extraordinaires. Le Japon a depuis l'Antiquité la culture du bois, et on continue à construire avec. C'est un élément indispensable de nos habitats. Dans les macchia, il y a notamment le pilier principal, la charpente, et le cœur spirituel de la maison traditionnelle, le tokonoma, l'alcôve. Je suis persuadé que pour entretenir une maison, il faut l'aimer et prendre soin d'elle. Sur ce portail, appelé Chukochumon, mes ouvriers interviennent parce qu'une fleur d'un ornement est tombée. Ils sont en train de la restaurer. Si on la laissait se détériorer, ce serait une négligence de la part du moine principal du temple.
Il faut donc montrer que l'on s'occupe bien de ces bâtiments. Le philosophe Martin Heidegger dit que bâtir, ce n'est pas simplement créer un logement, mais faire habiter. C'est-à-dire créer une relation fondamentale de l'homme au monde. Cette recherche d'unité confère à l'espace tout son sens. À Kyoto, la Machiya incarne cet espace habitable où tout est lié, où la maison est autant une manière d'être qu'un objet, où l'architecture ne sert pas simplement à organiser les différentes pièces, mais à placer l'homme au centre de sa maison. Je suis en train d'installer la décoration de Kabuto. Kabuto, c'est un casque de samouraï. Oui, c'est ça. C'est pour que les garçons soient en bonne santé. C'est pour la fête des garçons. D'abord, on introduit cette antenne ici. Et l'autre, là. Maintenant, on va le mettre dans le tokonoma. Comme ça, tout le monde pourra le voir. La transmission de ce rituel à son fils est pour Keiichiro une manière de plus d'être en osmose avec sa maison. Une fois encore ici, au pied de ce tokonoma, je réalise que tout est conçu pour s'accorder. La tradition et les gestes, l'esprit et la matière. Keiichiro, dans cette machiya, est-ce que tout est fait avec le même bois? Non. En fait, beaucoup de variétés d'arbres sont utilisées dans les machiyas de Kyoto. C'est surtout le cas dans le tokonoma. Ici, c'est de l'ébène, là, du cerisier. On utilise aussi le bois de cèdre de l'île Yakushima. Mais la partie la plus importante, c'est le pilier, le tokobashira. C'est donc ce tronc en sugi qui donne sa valeur au tokonoma, mais aussi à toute la pièce. Pour le pilier, nous utilisons le sugi de la forêt de Kitayama, tout près de Kyoto. Il a des rides délicates sur la surface. Pour ce pilier, nous utilisons donc le sugi de Kitayama car c'est un bois très précieux. J'en suis très fier. Tant d'honneur accordé à ce bois. Tout me pousse à rejoindre le berceau de cette nature, la mystérieuse forêt de Kitayama. À peine quelques kilomètres au nord-ouest de Kyoto, je me retrouve enfin face à ces arbres, les sugi, des cèdres endémiques du Japon. Au cœur de la forêt, je rencontre le maître forestier Osamu Nakata, qui maîtrise l'art singulier de cultiver et d'apprêter ce bois pour la construction des machiyas. Ah oui. On tient ici D'accord. et on tire vers le bas. Allez, à vous. Ici. Ici, Ouais. Moi, je vais et vous tirez d'un coup. d'un coup. Ok. Oh, bravo. C'est très bien. Au milieu de ces arbres dressés à flanc de montagne, parfaitement droits vers le ciel, je réalise que leur bois n'est pas seulement une future planche ou poutre de charpente, mais une matière sensible, portant en elle les vertus que les Japonais attribuent à la nature et à la forêt de Kitayama, la plus ancienne au monde à être cultivée. Ah, c'est génial. Est-ce que c'est bien? C'est très bien. Non, mais je suis fier de moi quand même. C'est incroyable parce que quand on enlève l'écorce, on a un bois très clair et très lisse. Oui, comme l'arbre contient de l'eau, la surface est un peu humide. Et maintenant qu'on a écorcé ce bois, comment il va sécher? On le laisse sécher dans la forêt pendant quelque temps. Après, on le découpe et on l'emmène chez nous. On a des arbres en train de sécher dans notre entrepôt. Allons-y. Allons-y. En chemin vers son village,
Monsieur Nakata me raconte pourquoi le bois de sugi est devenu si précieux. Au XVIe siècle, le plus grand maître de cérémonie du thé du Japon, Senrikyu, cherchait à perfectionner son art. Et découvrant le sugi, estima que sa pâleur et sa douceur étaient d'un raffinement absolu et représentaient à ses yeux l'idéal esthétique de la maison de thé. Comme tous les maîtres forestiers de son village l'ayant précédé, Osamu Nakata n'a de cesse d'améliorer sa technique pour atteindre cet idéal esthétique. Ce sont des sugi après le polissage. Ce sont des produits finaux. Ça a l'air léger comme ça, mais... je pourrais pas le transporter longtemps. Est-ce que tous ces troncs servent à la construction des machiya? Non, les troncs utilisés pour les machiya sont ceux-là. Ils sont utilisés pour les piliers du tokonoma. Ils sont là pour valoriser ce que l'on place au centre du tokonoma. C'est le rôle le plus important pour ces arbres. Sans les sugi, les objets posés au tokonoma ne paraissent pas aussi beaux. C'est le rôle que ces arbres jouent. C'est par ici. On est en train de polir le tronc avec du sable. Ce sont des grains de sable qu'on peut ramasser uniquement dans la cuve d'une cascade, appelée Bodai no Taki. Les grains sont très fins et s'effritent facilement. Depuis les temps anciens, on utilise ce sable pour polir le sugi. Est-ce que je peux essayer? Bien sûr, essayez avec ma mère. D'accord. Je vous en prie. Alors, Maman, pourrais-tu lui apprendre? ouais, on prend du sable, Vous prenez du sable, je le mets comme ça. vous en mettez sur le tronc. Et après, je frotte, comme ça. C'est ça. Ah oui, on masse le bois. C'est une sorte de gommage. Oui, ça nettoie la surface du tronc. Elle deviendra toute lisse. On enlève toutes les petites aspérités et en même temps, on sent encore les veines du bois. C'est très sensuel. Mettons-le dans le bassin. Okay. On y va. C'est magnifique. Alors ça, c'est vraiment l'étape finale? Oui, c'est l'étape finale. Celui-ci va se marier. Se marier? Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, il va se marier. Depuis toujours ici, quand on lave le tronc, ce qui constitue l'étape finale, ça signifie qu'il a déjà un acheteur. Alors on dit, celui-là va se marier. Un peu comme si on parlait de notre propre fille chérie qui quitte la maison pour un mariage. Quand je vois la manière dont vous travaillez, je me dis que les choses que nous fabriquons nous ressemblent. Quand on prend soin d'elles, elles aussi peuvent prendre soin de nous. Alors que la nuit tombe sur la vallée, les liens intimes qui unissent les éléments de l'art de vivre japonais m'apparaissent enfin clairement. Chaque chose semble à sa place. De la montagne à la ville, du bois à la maison, de la matière à l'esprit. Il y a du riz. Et le flan en dessous, c'est pour 6 personnes. Peut-on servir tout ça? Oui, c'est pour la sauce de tempura. Chez Keiichiro, une surprise m'attend. Dans les règles strictes de la tradition. Un repas typique dans la grande salle de l'étage pour fêter le départ de l'invité d'honneur. Oh! C'est magnifique, c'est magnifique. Merci beaucoup. C'est une cuisine traditionnelle japonaise. Ah non, mais ça a l'air délicieux. Et voilà, j'adore la nourriture japonaise. Donc bon, on y va. Comprenant mieux les usages de cette maison, je profite pleinement de l'événement. Équipé comme mes hôtes du petit coussin et de la tablette qui constituent le mobilier de la soirée, je me sens en accord avec l'esprit du lieu et du moment. Savez-vous vous mettre en tailleur? Là, comme ça, c'est pas bien. Ce sont les femmes qui s'asseyent de cette façon. D'accord, bon, je vais changer. À l'issue de mon voyage,
Les instants du quotidien partagés avec la famille de Keiichiro me laissent le sentiment d'avoir expérimenté un mode de vie rare, qui implique rigueur et contrainte, mais qui révèle aussi une attention de chaque instant, portée à la construction, aux matériaux, à la nature et aux gestes de tous les jours, même les plus ordinaires. Je me dis alors qu'habiter une machiya, c'est bien plus que s'y loger. C'est adopter un art de vivre, élaboré au fil des siècles et manifestant des formes subtiles d'interaction entre l'individu et son environnement.